commencer dans 1 minute. Parfait. Donc là, on est en live maintenant. C'est bon, on y est finalement? Oui, là, on est en live maintenant. Je vais voir si les gens peuvent nous voir. Parfait. Tu peux même regarder, Fabrice, tu peux regarder. Je crois qu'on est en live là. On va partager. On va partager, on va partager. D'accord, je partage alors. Attends. Je vais aller partager ça rapidement. Parfait. Donc là, je partage sur mon mur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Des fois, il y a des petits problèmes comme ça de connexion, mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Donc, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à vous connecter. On va parler de quelque chose de tellement important, tellement intéressant surtout. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Fabrice. Pourquoi spécial? Oui, c'est un invité spécial. Franchement, par ton bagage, par tout ce que tu as eu à apprendre justement de tes expériences, de ton parcours académique, c'est vraiment quelque chose, je crois que on sera pleinement édifié. Ça va bien, Fabrice? Oui, je vais bien. Bonjour tout le monde, Fabrice Abayou. On va attendre un tout petit peu. Comme on a eu un peu de retard, on s'excuse. Vraiment, il y a eu un petit problème de connexion, mais tout va bien maintenant. On va pouvoir démarrer. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vraiment partager à quelqu'un. On va parler d'un sujet très important, très intéressant. On va parler de carrière, on va parler d'entrepreneuriat. Habituellement, les gens, en fait, divisent vraiment cette partie-là comme carrière, entrepreneuriat. Quand on dit que tu es entrepreneur, c'est que tu es quelqu'un, tu n'es pas carriériste. Quand on dit que tu es carriériste, c'est que tu n'es pas entrepreneur. Vraiment, on va démystifier tout ça avec le parcours de Fabrice, qui est non seulement un carriériste de par sa formation, mais il est aussi entrepreneur par la même occasion. Donc, je vais te présenter rapidement. Pour ne pas me tromper, je vais bien regarder, Fabrice Zabayou, tu es programme manager stratégie, financial advisory. C'est ça, hein? Et transformation digitale. Right? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, hein, c'est ça. Je ne me suis pas trompée. Oui, c'est ça, oui. Mais en fait, tu sais, Fabrice, moi, je te dirais, franchement, quand on entend financial advisory, on entend transformation digitale, on entend programme manager, on se pose plein de questions. On se dit, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, est-ce que tu peux te présenter concrètement? C'est quoi ton titre? C'est quoi que tu fais concrètement? D'accord, ok. Après, c'est pas très compliqué. Ce sont des termes, ça va être techniques, donc qui déroutent, mais c'est pas très compliqué. D'accord? Okay. La stratégie, tout le monde sait, c'est de la stratégie. C'est-à-dire, c'est une entreprise demain veut devenir les leaders sur le marché, ils veulent devenir les leaders sur le marché, ils veulent augmenter leur part de marché, veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'ils y arrivent? Okay. Ça, c'est de la stratégie. D'accord. Le financial advisory, c'est les métiers de conseil financier. Mm-hmm. Je veux monter une entreprise, je veux un business plan. Je veux racheter une entreprise, j'ai besoin de savoir l'entreprise à combien elle vaut. Donc, il va falloir faire de la valorisation. C'est-à-dire estimer la valeur de l'entreprise. Si ça fait 1 milliard, 2 milliards pour que je fasse. Voilà. Donc, c'est soit je vais faire ce qu'on appelle la valorisation. Il y a ce qu'on appelle les due diligence. Par exemple, je vais racheter une entreprise, mais est-ce que ce qu'il m'a donné comme information est effectivement vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des dettes qui sont cachées? Il te dit, mais viens acheter mon produit, il n'y a pas de souci, mais derrière, il y a des vices cachés. Voilà. Ouais. Donc, on fait ce qu'on appelle les due diligence, on vérifie les différentes informations. Ça, c'est le volet financial advisory. OK. Maintenant, transformation digitale, comme on le disait, c'est la transformation digitale, parce que tout le monde sait ce que c'est en fait. Ouais. C'est comment tu digitalises une entreprise en fait, pour lui permettre de rentrer dans le 21e siècle. C'est assez simple ce que je fais, c'est ça en fait que je fais. Maintenant, programme manager, c'est un niveau de grade en fait, c'est pour dire que tu as un certain niveau
C'est lui que tu as un poste de direction. Voilà, c'est ça le programme. D'accord. Mais tu vois, en fait, Fabrice, moi, quand je t'écoute, vraiment merci pour cet éclaircissement. Et encore merci d'être là, de partager ce moment-là avec moi. Mais tu vois, quand je regarde un peu ton parcours, on voit des TI, on voit des finances. Des fois, ça peut porter un peu à confusion. Bon, je sais qu'en ce moment, on est dans une ère où, franchement, on est obligé de s'y faire avec la technologie et tout ça. Mais est-ce que c'était à dessein ou c'était fait exprès que tu aies mixé ces deux, en fait? Est-ce que c'était fait exprès? Je dis oui ou non. Déjà, il faut comprendre que la technologie, moi, je l'ai commencé très tôt. Je l'ai commencé en classe de seconde au lycée. Je ne l'ai pas commencé après le bac. Ok, Déjà au lycée, je commençais à développer de petits jeux vidéo. C'était en Turbo Pascal, donc je suis un vieux de la vieille. Ou C++, on vous délivre de cryptographie sous C++. Donc vraiment, c'était oui, depuis mon lycée en fait que j'ai commencé l'informatique. Ce qu'on fait au lycée, moi, c'est grâce au lycée qu'ils m'ont connu. Et grâce à l'informatique, ils m'ont connu en fait. On s'est dit, oui, les gars qui étaient bons en programmation, parce que c'est comme ça qu'on les connaissait. Et donc, quand j'ai eu le bac, en fait, bon, naturellement, pour tout le monde, vu que déjà, il écrit des jeux au lycée, il va aller faire de l'informatique. Ouais. Moi, j'étais un peu partagé entre informatique et finance. Je me dis, bon, je vais aller faire l'informatique déjà parce que j'ai déjà des skills, j'ai déjà des compétences. Donc, autant y aller. Oui. Et puis là, je suis sûr demain d'avoir un boulot, demain de trouver de quoi payer mon loyer, de mes charges. Et puis maintenant, donc ça a été fait. Donc, c'était la première partie de ma vie, en fait. C'était l'IT. Okay. Mais j'avais jamais oublié que toujours grandi, en fait, dedans. Jamais oublié que je voulais faire la finance. Donc, c'était toujours quelque part, en fait. Bon. Okay. Au début, c'est pas toi qui paye tes études. C'est les parents qui payent tes études. Donc, comme maintenant, finalement, c'est moi qui ai eu la possibilité de payer mes études, maintenant, j'ai fait mon master en finance pour dire, bon, d'accord. Okay. J'ai toujours dit, je vais finir soit en private equity, en capital investissement, ou je finis en conseil. OK. C'était vraiment les deux points que je voulais, en fait. Mais allez suivre tu as toujours aimé, si je comprends bien. En fait, tu voulais faire... pas très bien quand tu parles doucement. Tu m'entends là, c'est bon? Oui, c'est bon, vas-y. Donc, je disais en fait que toi, la finance, c'est quelque chose que tu as toujours voulu aussi. En dehors de... Oui, c'est de la passion. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. Oui. En fait, la finance, c'est de la passion. La D'accord. technologie, c'est de la passion. Mais j'arrive à... Oui. Maintenant, il fallait vraiment développer le profil qui va avec. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui... Et c'est ça que, finalement, c'était ça la force de mon profil, c'est que ça m'a rendu pluridisciplinaire. OK. C'est-à-dire, généralement, le consultant d'aujourd'hui doit être capable de prendre des projets de façon transverse, comme on le dit. Le consultant d'avant, en fait, c'était du genre, bon, on peut prendre l'expert en risque financier, après on peut faire l'expert en audit IT, l'expert en force de vente, etc., etc. Mais le client, quand il te pose une question, il te dit, mon entreprise ne marche pas, il n'attend pas à avoir 10 réponses différentes. Il s'attend à avoir un seul interlocuteur qui va lui donner une réponse transversale, une réponse globale, en fait, à toutes les problématiques. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, finalement, il faut que je renforce, en fait, cette pluridisciplinarité naissante de mon profil et que je puisse, voilà, être quelqu'un qui, quand il est assis devant le client, capable de répondre à toutes ces questions et fournir une réponse qui est transversale, comme on le dit. J'aurais eu le temps d'expliquer au travers de cas concrets, en fait. Donc, je dis, oui, le profil transversal, il est voulu, le profil pluridisciplinaire, il est voulu, et c'est peut-être pour répondre aux besoins du marché. Voilà. OK, parfait. Donc, moi, en fait, ce que j'aimerais aussi savoir, et je pense que il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent cette question, parce que le thème, c'est quand même ta carrière peut être le fil conducteur de ton chemin entrepreneurial, on va dire. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais en tant qu'entrepreneur? Pourquoi tu te dis que tu es entrepreneur? D'accord, OK. Déjà, quand je quittais Deloitte, je me suis dit, je monte mon cabinet. Donc, je commence une vie d'entrepreneuriat. Et je proposais 3 services. La stratégie qui était tout ce qui est plan stratégique, rédaction de business plan, toute vision stratégique. En fait, c'est par exemple, une entreprise vient et elle veut savoir si elle est pertinente sur le marché. Et je prends un exemple très simple. Je vends de la tomate. Est-ce que c'est pertinent pour moi de vendre de la tomate sur le marché ivoirien? Okay. Je répondais à ces questions. D'accord.
comment est-ce que le monde, comment est-ce que la technologie va évoluer dans 3 à 5 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes, l'entreprise qu'on a actuellement, on va exister encore dans 3 à 5 ans parce que nos besoins seront en adéquation avec le marché. Notre offre sera en adéquation avec le marché. Je réponds à ces questions. Donc, voilà, donc c'était la stratégie. Ensuite, la seconde, le second truc, c'est ce qu'on appelait tout ce qui est transformation digitale, tout ce qui est finance. Mais plutôt, j'allais sur l'axe de ce qu'on appelle le management de transition. C'est-à-dire, on te prend, par exemple, pour une mission ponctuelle dans une entreprise, et 3-6 mois, par exemple, sur un objectif précis. On a des projets qu'on veut faire avancer, on te prend juste pour ces projets pour que tu les fasses avancer. Ou bien on a besoin d'un directeur général sur une période de 6 ans, on peut occuper là-dessus, en fait. Donc, c'était un peu ça, MTL, par exemple. Ce qui a fait que c'était ça, MTL, par exemple. Je veux dire, ils avaient besoin de quelqu'un comme ça, les divisions, comme ça, le project report. Donc, ils m'ont pris juste pour une période à ce poste de cadre-là. À ce poste de cadre. Voilà. Donc, c'était plus ou moins ça. C'était ça. OK. Donc, en fait, si je comprends bien, en fait, ton volet entrepreneurial, là, c'est plus au niveau de la consultance. Si je comprends bien. Oui, c'est du conseil, c'est la consultance. Et bon, je voulais intervenir dessus après, mais je vais le dire en même temps. Il faut qu'on comprenne bien, en fait. Ouais. L'entrepreneur, il apporte une réponse à un besoin du client. Ça, c'est une bonne phrase, ça. L'entrepreneur apporte une réponse aux besoins du client. Écoutez bien. C'est terrible parce que j'étais en France pour des fonds d'investissement. Ouais. Donc, des business angels de fonds d'investissement m'ont demandé en fait de motiver ils avaient de l'argent investi dans des entreprises, dans des startups, et m'ont demandé en fait de sélectionner des startups dans lesquelles ils pourraient investir. Mais c'était difficile de voir que tu as l'impression que les gens, ils ont une idée, et puis bon, on se lance en entrepreneur. Bon, on ne sait pas à quel besoin on répond, on ne sait pas à quelle problématique on répond, on ne sait pas quelle solution on apporte au client. Bam, en entrepreneur, moi je les appelle entrepreneurs PowerPoint. C'est-à-dire, ils vont de concours de start-up en concours en start-up, d'accord? Ils font des jolis PowerPoint, des jolis prints, mais après, quand tu regardes les bilans financiers de l'entreprise, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de vente, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est comme il n'y a pas de solution. Il n'y a rien, zéro solution. Mais tu vois, j'ai envie de t'arrêter 2 secondes parce que c'est vraiment quelque chose de très fort que tu viens de dire. Tu dis en fait qu'un entrepreneur apporte une solution aux besoins du client. Donc, en fait, moi, ça me fait comprendre qu'on a une façon de voir l'entrepreneuriat des fois qui est erronée. Tu comprends? Dans le sens où on a l'impression que être entrepreneur, ça veut dire automatiquement démarrer quelque chose, démarrer son entreprise, faire son petit, comment dire ça, sa petite entreprise en fait. Or, en réalité, le premier point qui dit que tu es un entrepreneur, c'est parce que tu as la capacité en fait d'apporter une solution à un besoin. C'est ça, si je comprends bien. Je suis d'accord et c'est exactement ça. Tu m'as très, très, très bien résumé. Écoute, comme le disait l'ami là, Yann, le président de Young Network, je veux dire, quelqu'un qui va à l'entrepreneuriat pour les raisons financières, en fait, il se débrouille. C'est de la débrouillardise, c'est pas de l'entrepreneuriat. Si tu vas à l'entrepreneuriat parce que tu veux gagner de l'argent, c'est de la débrouillardise. En fait, tu cherches une source de revenus. Donc, comme tu n'en as pas, tu cherches en fait l'entrepreneuriat. Et c'est ça le point, en fait. Et là, pour moi, c'est pas de l'entrepreneuriat, en fait. Il faut qu'on comprenne qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui identifie un problème. Et si tu veux, sa vision, c'est de résoudre le problème. Oui. La rémunération financière, elle vient après. Elle est calibrée sur le service. Je pense qu'on aura le temps de parler du pricing après, en fait. Parce que souvent, les gars me font rire, en fait. Je veux dire, c'est ton prix est fonction du niveau du problème que tu résous, la complexité du problème que tu résous, en fait. On aura l'occasion d'en parler. Donc, oui, c'est essentiellement ça. Si tu vas en entrepreneuriat pour de l'argent, c'est de la débrouillardise, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Tu dois aller parce que tu as une vision, parce que tu veux répondre à cette vision. Du coup, pour moi, la base de l'entrepreneuriat, c'est simple. C'est est-ce que tu as fait l'étude de marché, est-ce que tu as analysé les besoins de ta clientèle? Une fois que tu as identifié le besoin, tu regardes, est-ce que mon produit match avec les besoins de la clientèle? C'est ce qu'on appelle l'adéquation entre l'offre
et la demande. Ok, Et lorsque tu vois que parfait. tu essaies d'ajuster en fait. Maintenant, le tout, c'est que les deux doivent pas être parfaitement alignés. Une fois que c'est aligné, ça va tout seul. Waouh, franchement, ce que tu dis, c'est très, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se débrouillent et pensent qu'ils sont entrepreneurs. Mais en réalité, là, c'est pas ça. Si tu veux te Non. débrouiller pour avoir ton argent rapidement et tout, tu n'es pas entrepreneur parce qu'en réalité, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui veut apporter une solution, c'est quelqu'un qui veut apporter un certain changement, en fait, dans son environnement immédiat et son environnement Oui. de façon globale. Donc, si tu es vraiment dans un esprit de je vais me débrouiller pour avoir un peu d'argent, tu n'es pas un entrepreneur. Tu ne peux pas te Non, tu n'es pas considérer entrepreneur. comme un entrepreneur. Waouh! Parce que la vérité, c'est que si tu veux, si demain tu as une offre, tu vas laisser tomber l'entreprise et puis tu vas laisser tomber, puis tu vas courir en fait. Et c'est Exactement. compliqué parce que quand tu entreprends, tu embauches des Ouais. personnes. Oui. Donc, ils vont dépendre de toi pour leurs charges, pour payer leur loyer, des pères de famille, pour compter sur toi, pour nourrir leur famille. Et donc, c'est Oui. juste la débrouillardise. Donc, si quelqu'un t'appelle, toi, tu les laisses en plein, en fait. Ça Waouh! passe pas. Donc, franchement, Fabrice, quand je t'écoute, je suis vraiment impressionnée parce que je me rends compte qu'on avait une mauvaise façon de voir même l'entrepreneuriat déjà pour commencer. Parce que on a toujours eu cette petite guerre-là entre le salarié ou bien le carriériste et l'entrepreneur, où l'entrepreneur dit, bah, si je suis entrepreneur, je ne peux pas être carriériste. Si je suis carriériste, je ne peux pas être entrepreneur. Mais c'est quelque chose qui peut être mixé, en fait. Quand je regarde ton parcours, c'est quelque chose qui peut être mixé parce que tu as quand même tu évolues dans ta carrière, mais en même temps, tu es capable justement d'être aussi un entrepreneur. Donc, des personnes qui se posaient des questions, qui se disaient, mais est-ce que franchement, c'est quelque chose qui peut marcher sur le long terme? À un moment donné, si tu évolues dans ta carrière, à un moment donné, tu vas devoir tout lâcher justement pour commencer ta carrière entrepreneuriale si tu veux être entrepreneur. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut faire les deux? Être entrepreneur et être salarié. Bonne question. Déjà, ça dépend, en fait. Après, il y a des personnes qui sont en activité, d'accord, qui sont salariés et qui ont de petits business à côté. Elle est OK. salariée, mais bon, elle a des studios meublés qu'elle met en location. Elle est salariée, mais bon, elle a elle vend pas à côté. Ouais. Donc, souvent, c'est bien pour la phase de transition, d'accord? Mais il est essentiel, oui, d'avoir une vision à terme, en fait. OK. D'avoir une vision à terme. Parce que la vérité, c'est que, quoi qu'on dise, c'est pas si simple financièrement. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, je veux dire, les marchés ne viennent pas chaque jour aussi. Non, ça ne marche Oui. pas comme ça. Oui. Je pense qu'on parlera de ça tout à l'heure. Les marchés ne viennent pas chaque jour, en fait. C'est pas ça, pour que ça C'est pas du tac au tac. Non, non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. C'est petit à petit, en fait, que tu te bâtis ta réputation, tu te bâtis ton image, tu te bâtis ton capital. D'accord. Ouais. Donc, souvent, oui, je conseille cette période-là où, pendant que tu es en activité, tu as ton affaire à côté, c'est une période de transition. Mais à un moment donné, il faut faire le choix. Pourquoi je dis ça? Parce que tu peux être salarié et gagner beaucoup d'argent. Ouais. Tidiane Thiam gagne beaucoup plus d'argent que beaucoup d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Il ne se pas financièrement, en fait. Pourtant, il n'est pas entrepreneur. Ouais. Il est salarié. Je vais dire, attends, Lionel Messi, les salariés, le FC Barcelone le paye. Cristiano Ronaldo, la Juventus le paye. C'est pas ce que je vais comprendre. Mais les sous qu'il gagne, là, je veux dire, bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne gagnent pas ça. D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre quelque chose. Il faut vraiment comprendre, comme dit, l'argent doit pas être le facteur. L'argent doit pas être le facteur. Il faut avoir une vision particulière. L'argent doit pas être le facteur du tout. Donc, moi, personnellement, je dirais que le processus est encore en cours. Ça s'affine encore. Mais je dirais que vraiment, il faut avoir une vision, en fait. OK. Lorsque tu définis, tu dis, bon, écoute, moi, voilà ce que je vais faire de ma vie. Je vais, par exemple, devenir directeur général de banque. Tu auras les sous, tu n'auras pas de problème, mais tu auras les sous, tu auras des primes de ouf. Moi, je vais devenir entrepreneur. Donc, ça suppose que tu peux être genre seulement à 1 million de chiffre d'affaires par mois. Mais tu es content quand tu es entrepreneur. Ouais. C'est lié à ta vision, en fait. OK, parfait. Les deux, genre entrepreneur et salarié, souvent c'est plus les transitions. Mais à un moment donné, il faut faire un choix.
Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, dans tous les cas, sur le long terme, tu vas devoir faire un choix. Tu ne peux pas juste être salarié et entrepreneur par la même occasion. Mais tu vois, j'ai envie de te poser aussi une question parce que tu disais quelque chose de très intéressant. On a l'impression que l'entrepreneuriat, là, c'est la seule façon pour être riche. Mais tu as parlé de plusieurs personnes. Tu as parlé de Lionel Messi, tu as parlé de Tidiane Thiam plutôt, qui a vraiment beaucoup d'argent, mais il n'est pas entrepreneur. Donc, des fois, on a ce petit côté, on a l'impression qu'il faut absolument qu'on soit entrepreneur pour plus tard devenir milliardaire. Mais en fait, tu peux ne pas être entrepreneur et être justement très riche. Oui, tu peux ne pas être riche quand tu peux être entrepreneur et ne pas être riche. Exactement, c'est ça. Je dis, j'ai des amis qui sont entrepreneurs, mais je gagne plus d'argent que je veux dire. Oui, comme j'en ai qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui gagnent plus d'argent que moi, comme moi je l'étais. Donc je me dis, il faut comme les choses. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un point qui est essentiel. Ce n'est pas une question d'argent. C'est vraiment pas une question d'argent. Il faut vraiment identifier, avoir une vision, identifier ce que tu réponds, ce à quoi tu réponds comme problématique. Ok. Franchement, ce que tu dis, c'est trop intéressant parce que je viens de me rendre compte que les gens ne comprennent pas vraiment l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des personnes qui se lancent en entrepreneuriat en se disant absolument qu'il faut qu'ils deviennent milliardaires, super riches. Mais en fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand tu dis que tu es entrepreneur, c'est parce que tu as d'abord une vision. Tu as une vision, il y a une solution que tu veux apporter par rapport à un besoin précis. Mais ça veut pas dire forcément que tu vas devenir milliardaire. Comme tu disais, là, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas très riches, mais qui justement ont accompli ou qui sont en train d'accomplir leur mission. Donc, entrepreneuriat ne doit pas être relié à la notion de oui, il faut que quand je vais être entrepreneur, je vais devenir hyper riche. Ça n'a pas de sens parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui sont hyper riches. C'est ça, hein? Je vais renforcer ce que tu dis, en fait. Ouais. C'est que, vous savez que la plupart des entrepreneurs dans le monde, des inventeurs dans le monde, en fait, de notre histoire, n'ont pas fini riches. La plupart des inventeurs n'ont pas fini riches. Tesla n'a pas fini riche, en fait. Ouais. Il y a beaucoup qui n'ont pas fini riches. C'est pourquoi je suis un peu contre cette campagne mensongère, en fait. Ou bien cette vente d'illusions qu'on voit souvent partout. Si tu veux devenir riche demain, viens à l'entrepreneuriat. La solution au chômage de l'Afrique, c'est venir à l'entrepreneuriat. Non, mais ce n'est pas vrai. Non. Une entreprise, limite, tu as un entrepreneur, c'est celui qui a fondé l'entreprise, ou bien les 3 ou 4 fondateurs. Mais tous les employés, qu'il faut que l'entreprise marche, qu'il faut que l'argent rentre pour les fondateurs, ils ne sont pas employés, ils ne sont pas entrepreneurs. Exact. Si nous tous sommes déjà entrepreneurs, qui va travailler dans l'entreprise de qui? Non, c'est clair. Qui va venir travailler dans l'entreprise que tu puisses produire les tomates? Ouais. Je veux dire, qui va venir gérer tes finances et ta comptabilité? Donc, je dis, il faut arrêter de vendre des illusions aux gens. C'est vrai. Non, si tu fais un entrepreneur, c'est super. Et du coup, c'est l'entrepreneur super ou non? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Non, c'est pas. Non, ça marche pas. It doesn't work. Je veux dire, c'est chacun sa vision, chacun son souhait. D'accord? Tu es entrepreneur parce que tu as une vision. Ouais. Tu peux aussi ne pas être entrepreneur et tu conduis ton profil. Bon, pour les chrétiens, je dirais, Dieu dépose un don précis en chaque personne. Maintenant, tu dois utiliser le don, en fait, selon ton couloir. Je crois que si Messi voulait être entrepreneur, il ne serait pas célèbre aujourd'hui. Si Tidiane Thiam serait entrepreneur, il n'aurait pas été celui qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux comprendre. Oui. Du coup, mais je crois aussi que si Bill Gates voulait travailler dans l'entreprise de quelqu'un ou bien le cabinet de son papa, il aurait été riche, mais il n'aurait pas été Bill Gates. Si Steve Jobs voulait travailler dans une entreprise classique, on n'aurait pas appelé tout ce qu'on voit aujourd'hui, les iPhones, tout ça. Chacun son temps. En fait, chacun son couloir. Parce que c'est ça, en fait. Il faut savoir pourquoi tu es là. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai envie de te poser une question. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que être entrepreneur, là, c'est une vocation. Si je t'écoute. C'est une vocation, oui. C'est une vocation. Toi, tu ne penses pas que tu es entrepreneur? Tu ne penses pas? Tu dis? Tu ne penses pas qu'on peut devenir entrepreneur? Non, tu ne penses pas? Mais je veux dire, en fait, tu peux avoir la vocation d'entrepreneur, mais travailler pendant une période pour quelqu'un pour te donner les moyens. C'est quoi qu'on dise, hein? Ce qu'aujourd'hui je propose comme service, enfin, quand j'ai mon cabinet, ce que je proposais comme service en stratégie, en consultance, en stratégie, en finance, en transformation digitale, je l'ai appris pendant que je travaillais pour des personnes.
Mhm. Je veux dire, je ne l'ai pas appris seul, en fait. Je ne sais pas si je me fais Ouais. comprendre. Je veux dire, c'est comment ça fonctionne. Je veux dire, c'est généralement, tu proposes dans ton entreprise Mhm. ce que tu as appris à faire avec une autre personne. Ouais. Même les couturières ou bien les mécaniciens. Maintenant, ils sont apprentis mécaniciens, en fait. Ils travaillent, ils apprennent le métier. Puis après, ils vont ouvrir leur garage. Mhm. Depuis toujours, ils savent que tôt ou tard, ils vont ouvrir leur garage. C'est un fait. C'est clair, ils savent qu'ils vont ouvrir leur garage. Mais ils prennent le temps d'acquérir les bonnes compétences dans le garage de quelqu'un d'autre. Mhm. Et c'est ça un peu qui manque aux entrepreneurs. Tu peux être entrepreneur, puis pendant une période de ta vie, travailler pour quelqu'un Ouais. parce que tu as besoin d'avoir certaines compétences. Tu as besoin d'acquérir certaines compétences. Ouais. Bon, tu quittes, je sais pas, je veux dire, tu quittes le lycée ou bien tu quittes l'université, bam, tu tombes, tu es entrepreneur. Bon, tu n'as aucune notion de comment écrire un plan stratégique, tu n'as aucune notion de comment une entreprise fonctionne. Tu sais rien, puis bam, tu es entrepreneur. Généralement, ça donne des entreprises bancales. Écoutez, C'est vrai. 80% des entreprises en Côte d'Ivoire, des petites entreprises en Côte d'Ivoire, ferment dans un délai de 2 à 3 ans. 80%. Et je vais Wow. vous dire, ce n'est jamais un problème de financement. Ce n'est jamais un problème de financement. Il y a 3 choses que j'ai identifiées. Le premier, ils ont un manque de vision stratégique. Mhm. Ils ne savent pas où ils vont. C'est super pour eux, ils ont créé l'entreprise, donc ils sont contents. On a créé l'entreprise, mais là, en fait, ils te distribuent, ils te distribuent ces cartes de visite. Non, C'est facile. executive director, bien CEO. Tu dis, bon, petit, doucement, calme-toi, quoi, doucement, tu vois. Mhm. Bon, ok, tu es CEO, ok, comment tu te vois dans 2 ans? Je vais conquérir la Côte d'Ivoire. Non, mais ça ne veut rien dire, en fait, je vais conquérir la Côte d'Ivoire. Si tu la conquiers sur quel segment? Quelle est ta clientèle? Quel est le produit que tu proposes? Quelle est ta stratégie de pénétration de marché? Comment est-ce que quel est ton seuil de rentabilité? Quel est ton point mort? Comment est-ce que tu identifies tout ça? Quel est ton plan de Wow. développement? Il n'a pas tout ça. Non, et puis il écrit les executive director sur son truc. Donc, quand tu es dans ta carte de visite, toi-même, tu as peur. Toi-même, tu as peur. Putain, bon. Comme il n'a pas de Mais vision stratégique. Fabrice, excuse-moi de te couper, j'ai envie de te poser une question. Du coup, c'est quoi la différence entre un CEO? C'est quoi la différence entre, je dirais, parce qu'on ne on comprend plus. Il y a des personnes qui sont CEO, il y a des personnes qui sont founders, il y a des personnes qui sont DG, enfin, je ne sais plus. C'est quoi la différence entre tout ça? À quel moment tu t'appelles D'accord. CEO? À quel moment tu t'appelles founder? À quel moment? En fait, partner ou associé, c'est un terme qui est propre au cabinet. OK. Quand tu dis que tu es partner ou tu es associé, ça veut dire que dans le cabinet, tu as des actions. Ça, c'est un D'accord. terme propre au cabinet. Mhm. D'accord? Donc, tu peux être associé d'un cabinet ou partner, ça veut dire que tu as des actions dans le cabinet. Donc, tu es l'un des directeurs, mais sans être le directeur général ou ce qu'on appelle le managing partner. D'accord. Maintenant, le CEO, le DG, en fait, ce sont des termes pour dire que tu diriges l'entreprise. Mhm. Tu es le directeur général de l'entreprise. Mais c'est recommandé quand l'entreprise a une certaine taille. Sinon, tu ne donnes pas de crédibilité, en fait. OK. OK. Pour les PME, je préfère seulement le terme de gérant. C'est Je ça. suis le Gérant. gérant de la structure. C'est ça, Je suis le exactement. gérant de la structure. Je suis le gérant de la structure. Non, c'est souvent beaucoup plus simple, en fait. Parce que quand tu viens dire au directeur général d'une banque, je suis managing director ou bien je suis executive director, je suis CEO, bon, quand il te regarde, en fait, il s'attend à ce que tu ne viennes pas lui dire que tu as un problème de 100 000, quoi. Ou tu as un problème d'1 million. Ouais. Ouais. Voilà, c'est pas ça. Et le problème, Exactement. c'est que si tu crées c'est comme j'appelle l'illusion du pouvoir. Mhm. Du coup, le jeune entrepreneur, je dis des cas avérés qu'il a rencontrés, le jeune entrepreneur, quel a le premier marché de 100 millions, ou de 50 millions, Dieu l'a fait dans le premier marché de 50 ou 100 millions, il va s'acheter, bon, ça va dire 50 millions, il va s'acheter une voiture de 30 millions, il va se de 20 millions, il va se prendre des locaux de 25 millions, parce que pour lui, il doit ressembler à son poste. Donc, il vient te voir dans la dernière Mercedes, il a pris des locaux flambant neufs, alors qu'il n'a même pas de visibilité sur l'année ou sur les 2 prochaines années au niveau de trésorerie. Wow. Du coup, après, il se rend compte, non, c'est une réalité. Ouais. Je veux dire, quand j'étais entrepreneur, j'avais des marchés de plusieurs millions. Mais je prenais taxi pour aller voir mes clients. Non, sincèrement, Mm. je n'avais pas de locaux, en fait. J'allais chez les espaces de coworking. Je louais des locaux à l'heure ou bien à la journée. Et puis, quand je n'ai pas de clients, je suis chez moi à la maison. J'optimisais mes coûts.
Parce que, c'était le deuxième point, le second point, c'est il n'y a pas de plan de financement, plan de gestion de finances clair, en fait. Ils ne savent pas. C'est pas des personnes que je connais à Abidjan ici, à la tête d'entreprises qui pèsent des milliards, mais l'écran de leur téléphone est un peu fendillé, là, et ça ne les dérange pas du tout, en fait. Oui. Ils ont les bonnes priorités, en fait. Ils ont leurs priorités. Exactement. Ils ont leur vision, ils savent comment partir. À un moment donné, ils vont se permettre, tu vois. Ils vont se permettre ça. Ils vont se permettre ça. C'est comme, je sais pas, je rappelle comme j'ai vu un ami, en fait. Bon, il dit, mais attends, tu n'as pas de berlouti. Je dis, non, je n'ai pas de berlouti. Parce que non, excuse-moi, je vais dire, bon, il y a bientôt moins un billet que je vais commencer à payer, là. Tu vas venir, je ne peux pas me permettre d'acheter un berlouti actuellement parce que je faut que je trouve l'argent pour ça. Et je sais que quand j'aurai fini mon MBA, je serai en position où mes compétences, je les vendrai tellement cher que je pourrai acheter toute la boutique, même si je veux. Je sais pas si je veux. Du coup, il faut avoir la priorité. Il faut savoir la priorité des choses. OK. Donc, je vais résumer un peu ce que tu viens de dire parce que ce sont des mots très, très forts. Entrepreneur, arrêtez d'être dans l'apparence. Arrêtez d'être dans l'apparence. Lorsqu'on parle de CEO, lorsqu'on parle de founder, lorsqu'on parle vraiment de partner, manager, comme tu as expliqué, quand on parle de partner, c'est vraiment au niveau des cabinets. Maintenant, lorsqu'on parle de CEO, on s'attend à quelqu'un qui gère quand même une centaine de personnes. Donc, si toi, tu es encore à 2 personnes, ne t'appelle pas CEO. Ça ne diminue pas ce que tu es en train d'apporter à la société. Tu n'es pas obligé d'écrire CEO. Le plus important, c'est ce que tu gagnes dans ton compte à la fin de la journée. Exactement. Vraiment, soyez dans les priorités. Arrêtez de mentir entre griffes, montrer vraiment aux gens la réalité des entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, c'est pas du tac au tac. C'est pas en 2 ans que tu commences à payer des voitures, payer. Il faut savoir prioriser les choses. C'est ça, hein? On est d'accord, on s'est compris, je pense. Super. J'avais une question encore pour toi. Tu sais, il y a une différence entre être entrepreneur et être intrapreneur. Donc, je vais expliquer rapidement. Un entrepreneur, c'est l'entrepreneur classique qu'on connaît. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, mais dans une entreprise. Toi, comment tu te sens-tu? Est-ce que tu te sens vraiment entrepreneur ou tu te sens intrapreneur? Je me sens intrapreneur. Intrapreneur, OK. Mais tu vois, le fait de te sentir intrapreneur, là, ça ne change, ça ne diminue pas ton côté entrepreneur en toi. Parce que tu vois… En fait, tu entreprends au sein de l'entreprise. Oui, c'est ça. On a tellement, en fait, on a tellement mystifié l'entrepreneuriat que dès que quelqu'un se sent entrepreneur, mais dans une entreprise bien donnée, on a l'impression que cette personne n'est pas entrepreneur. Est-ce que tu peux détailler un peu? Non, pas du tout. Parce que c'est ce qui fait que j'ai négocié, en fait, l'offre, je vais dire, l'offre que j'ai acceptée. L'une des choses que j'ai négociées, c'était justement de l'autonomie pour développer des nouvelles propositions, des nouvelles solutions si besoin est. Ouais. Écoutez, il faut comprendre qu'aujourd'hui, même en matière d'innovation, la plupart des innovations dans le monde, ce sont des grosses entreprises qui les apportent. Ouais. Parce qu'elles ont des cellules d'innovation, c'est-à-dire qui réfléchissent à des produits disruptifs, des produits innovants, ou bien elles ont des cellules de ce qu'on appelle la R&D, Research and Development. Quand c'est comme si tu étais entrepreneur, en fait. Donc, moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et il y a des personnes qui veulent minimiser le risque. Il est content d'avoir toujours un salaire à la fin du mois. Maintenant, et ça, c'est mon petit conseil, je l'ai donné récemment à des jeunes que je coachais, je vais le dire maintenant. Si vraiment tu le sens, tu es en entreprise, prends une mise à disponibilité de 1 an. Okay. Tu prends une mise à disponibilité de 1 an. Tu vas créer ton entreprise. Si ça ne marche pas, tu reviens à ton ancienne position, tu es tranquille. Oui. Si ça marche, tu viens de dire merci, ça a marché, je vous donne ma démission. OK. Il faut vraiment faire la réponse. 1 an, c'est bon pour savoir si on veut… Oui, 1 an, tu as de la visibilité parce que 2 ans, l'entreprise ne va pas t'attendre 2 ans aussi. Quoi. Oui, c'est 1 an, c'est bon, tu prends une visibilité d'1 an, puis tu reviens, si c'est bon, ok, c'est bon, tranquillement. Voilà. Et Fabrice, est-ce que tu aimes prendre des risques? Est-ce qu'un intrapreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques? Un financier n'aime pas prendre des risques. Oui. Donc, je pense que ta question est assez…
Un financier ne l'a jamais oublié. Ça se voit dans tes réponses. Ça se voit. Tu connais, en fait. Tu connais, tu sais comment on doit gérer son budget, tu sais comment on doit gérer son argent. Donc, du coup, mais justement, donc, si tu es financier, ça veut dire que tu ne peux pas vraiment être l'entrepreneur libre qui aime prendre des risques et tout. Comme je le disais, un financier n'aime pas les risques. Déjà, j'ai une aversion au risque. Je pense que si je remonte, je vais encore vous dire, OK, je lâche tout, je reprends la vie de cabinet, c'est que j'aurais maîtrisé mon risque. OK. Si tu permets, je veux parler un peu des déboires que j'ai vécus quand je vais mon parce que les gens ne parlent pas souvent de leurs déboires. On raconte la belle vie d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que ça fait vendre des séances de coaching, ça fait vendre des masterclass coaching, ça fait vendre ça. C'est bien sur les réseaux sociaux, les filles like, c'est joli parce que tu es entrepreneur. Il y a 3 leçons que j'ai apprises à la dure. La première leçon, personne ne te doit rien. Ouais. Je veux dire, non, personne ne te doit rien. Je veux dire, personne n'est obligé d'acheter tes produits. Ouais. Ni tes parents, ni tes frères et sœurs, ni ton conjoint, ni tes enfants. Personne ne te doit rien. Non, sincèrement. Et parce que souvent, je vois des posts Facebook, je ris en fait. Vous ne me soutenez pas, vous n'achetez pas mes produits. Bon, je vais dire, bon, démontre-toi déjà pourquoi je n'achète pas tes produits. Parce qu'un produit qui est bon, il s'achète naturellement. Oui. Donc, si on n'achète pas tes produits, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un problème. Non, personne ne te doit rien. Parce que la vérité, c'est que si tu veux, même si j'achète ton produit par complaisance, je ne pourrais pas le conseiller à mes amis. Mais si je le conseille avec mes amis, je me ferme avec mon ami. Donc, premièrement, personne ne te doit rien. Ça, il faut comprendre ça, en fait. Les gens qui te disent, oui, vas-y, lance-toi, là. Quand tu vas te lancer, là, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. La plupart des missions que j'ai eues ont été le cas d'inconnus, de personnes que je ne connaissais pas du tout. Ou bien que j'ai rencontré des gens, on a eu un entretien, et puis ils m'ont dit, ah, mais l'enfant, il est brillant, je le récupère pour une mission. Et puis on s'est croisés lors d'un after-work ou bien d'un truc de networking, et puis il dit, écoute, l'enfant, je te donne une mission. Premièrement, non, ce n'est pas la peine de te lancer en comptant sur l'autre personne. Deuxièmement, il faut comprendre que l'argent, comme je dis là, l'argent ne viendra pas immédiatement, ou bien il faut comprendre qu'il y aura des périodes creuses. Oui. Donc, je vais dire, quand tu es salarié, chaque mois, ton salaire vient. Quand tu es entrepreneur, ça ne vient pas chaque mois. Oui. À un moment donné, tu as ton chèque, ou bien tu peux faire 6 mois, tu n'as pas de chèque, puis après le chèque qui vient, on peut faire 2 ans. Je veux dire, il faut planifier en fonction. À toutes les entreprises qui ferment, elles ont de bons produits, un bon potentiel, mais la trésorerie ne suit pas. Pourquoi? Parce que quand ça vient, là, quand ça vient beaucoup, bon, il se dit que ça va venir encore demain. Puis quand ça ne vient pas demain, comme il n'a pas prévu que ça ne vienne pas demain, il perd beaucoup de choses. Non, il faut vraiment avoir un plan de gestion financière qui est clair. Le troisième point, qui pour moi est très important, c'est que tu dois tout faire toi-même. Tu n'auras pas toujours les moyens de faire que quelqu'un fasse pour toi. Donc, il faut que tu apprennes la comptabilité. Il faut que tu apprennes le marketing. Il faut que tu apprennes le commercial. Il faut que tu apprennes tout, en fait. Parce que toi-même, tu seras ton premier commercial, ton premier marketeur, ton premier comptable, etc., etc. Il faut que tu aies de la visite sur tout. Et c'était les 3 points. Mais vraiment, en tant que Facebook, là, je vous le dis encore, les gens ne te doivent rien. Rien et rien du tout. Oui. Donc, si je comprends bien, pour résumer, en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre que les gens ne te doivent rien. Donc, il ne faut pas prendre des choses personnelles. Quand on ne partage pas tes publications, on ne partage pas tes produits, tu te fâches et puis tu fais les posts visés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Personne ne te doit quoi que ce soit. Ça, c'est 1. 2, l'argent ne viendra pas automatiquement. Il y aura des périodes creuses. Donc, il faut s'armer de cette pensée-là. C'est très important. 3e point, tu as dit qu'il fallait toi-même, en fait, te faire. C'est-à-dire que tu dois apprendre la comptabilité, tu dois te documenter au niveau de la finance, au niveau même des ressources humaines, le marketing, la communication, etc. Tu dois d'abord commencer à faire toutes ces choses-là tout seul. C'est ça? Exactement ça. On y est là. Donc, je te laisse continuer. Ah oui, d'accord. Donc, c'était ça, en fait. Et c'est dommage parce que beaucoup de personnes ont fermé comme ça. Et pour moi, ce sont les points qui coincent. Ça fait qu'aujourd'hui,
Il y a des fonds d'investissement. Récemment, il y a un fonds d'Afrique centrale qui m'a appelé, qui me dit, écoutez, trouvez-nous des startups à investir, dans lesquels on va investir. C'était des tickets assez sympas. Hein. C'était quoi 50, 150 000 euros, donc 6 millions, 30 millions, 100 millions, des tickets assez sympas. Mais souvent, quand le gars vient devant toi, tu le regardes, il te présente ce produit, tu sais que non, c'est pas ça. Il n'a pas de vision, il est flambeur. Personnellement, moi, là, je le dis vraiment, je le dis un secret en fait. Un entrepreneur flambeur, je ne le recommande pas un fonds d'investissement. C'est quoi l'argent un investisseur, un entrepreneur qui est flambeur, je ne le recommande pas un fonds d'investissement. Non, pas du tout. Il ne faut pas prendre l'argent pour fuir. Je ne te recommande pas un fonds d'investissement. Il ne fallait pas prendre l'argent pour fuir. Non, oui, je ne te recommande pas. Donc, je veux dire, parce que c'est une affaire d'être humain à être humain, en fait. Donc, je veux dire, c'est une affaire de personne à personne. Donc, je regarde, parce qu'il faut savoir, il faut avoir la personnalité, le caractère requis pour aller de l'avant. Donc, si déjà, ton entreprise déjà fait à peine 5 à 3 millions par mois de chiffre d'affaires, et déjà chaque week-end, tu es en boîte en train de lever les champagnes, etc., avec ton bénéfice, il dit, là, ces gars-là, il n'a pas une vision beaucoup plus grande. Il n'a pas, une grande vision. Il n'a pas une grande vision. Je ne peux pas aller avec lui. Okay. Je veux des personnes, je sens que même si aujourd'hui il y a 5, 10 millions, 50 millions net d'impôts en bénéfices qui rentrent par mois, ça ne l'effraie pas parce qu'il a une vision, il sait qu'il va aller demain en fait. Donc il fera les sacrifices qu'il faut en fait. Okay. Mais quelqu'un déjà, ça peut rentrer, puis tu dis, les flambeurs, je sais que non, c'est fini actuellement. Là, parce que ça ne va pas fonctionner. J'estime que tu atteins ta limite et tu ne sauras pas te développer. Tu ne sauras pas te débrouiller. Waouh, franchement, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de cogiter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui pensaient être entrepreneurs, mais en réalité se débrouillent. Si je te comprends. Non, c'est la débrouillardise. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont dans leur cœur l'envie d'avoir de l'argent, donc décident d'entreprendre des choses et se disent entrepreneurs, mais en fait ne sont pas entrepreneurs. Il y a de ce que j'ai compris aussi, c'est que tu n'es pas obligé de forcément être entrepreneur libre. Tu peux être un entrepreneur dans une société, dans une compagnie. Ça fait de toi un intrapreneur. Donc, il ne faut pas négliger ce genre de personnes non plus. Et ne pas trop se taper la poitrine en se disant il faut absolument être entrepreneur pour évoluer. Quand tu es salarié, tu n'évolues pas. On a besoin de tout le monde. Le plus important, c'est d'être là où Dieu te veut. Je pense qu'il y a certains entrepreneurs qui envieraient le revenu mensuel de Lionel Messi ou bien de Tidiane Siam. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui envieraient ça. Ils sont salariés. Non, mais ça fait rire en fait. Mais la dernière fois, je regardais les rémunérations dans la finance. Ouais. Est-ce que vous savez, enfin, c'est Jimmy, j'oubliais le nom, j'ai un trou de mémoire. En fait, les 3 personnes les mieux payées dans la finance, ils ont des salaires annuels entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars par an. C'est-à-dire le gars, son salaire annuel est de 2 milliards de dollars. Est-ce que vous savez quelle est la fortune de Jay-Z ou bien de... Ça fait, je crois, 950 millions de dollars. Toute sa fortune. Ah oui? P. Diddy, je crois, il a 200 millions de dollars. Toute sa fortune. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux dire, oui. Il a un salaire annuel. Ce que ces gens qui nous font rêver, là, P. Diddy, Beyoncé, Jay-Z, ont en fortune. C'est-à-dire tout ce que gagnent comme argent toute leur vie. Lui, il a ça par an en salaire. Non, pire encore, ça veut dire que si tu veux, les 10% de ce qu'il gagne par an, les 200 millions de dollars, 2,5 millions de dollars, 2,5 milliards de dollars, c'est 250 millions de dollars par an. Comme on dit, ça à 10%. Oui. C'est supérieur à la fortune de beaucoup d'entrepreneurs. D'entrepreneurs, en fait. Ouais. C'est ça. Donc, le plus important, en fait, c'est pas de gagner de l'argent. Le plus important, c'est de savoir ce que tu veux, avoir une vision et apporter ta solution, justement, à un environnement bien donné. Voilà. Il ne faut pas relier l'entrepreneur sortons tout ce qui est financier, l'argent de ça. Sortons ça. Si tu rentres pour l'argent, ça ne marche pas. Et je dis encore, je suis contre le gars qui dit via l'entrepreneuriat, tu seras riche. Les plus riches sont les entrepreneurs. C'est un débat. Ok, parfait. Maintenant, tu vois, bon, là, on a quand même,
on est à 45 minutes. Est-ce que tu as un conseil à donner? Est-ce que ton mot de la fin, ça serait quoi? Au Mon vu mot de de la ce qu'on fin. a dit, qu'est-ce que tu aimerais dire justement aux personnes qui se sont connectées? Premièrement, ne négligez pas toute la phase pré-lancement. Mhm. C'est-à-dire, comme je parlais tout à l'heure, il faut savoir quel est le besoin du client Ouais. et est-ce que mon produit répond aux besoins du client. Mhm. Voici le besoin du client. Aujourd'hui, les gens d'Abidjan, par exemple, veulent du lait sucré. Ça, c'est leur Mhm. besoin. Oui. Je vais vendre du lait sucré. Donc, je vais dire, je sais que j'ai un produit qui va répondre clairement aux besoins du client. Mhm. L'approche de j'ai un produit et je vais me débrouiller pour que les gens l'achètent, c'est compliqué. Je suis d'accord, et ça, Steve Jobs a montré que souvent le besoin du client n'est pas apparent, n'est pas manifeste. Mais n'empêche que même quand le iPhone est sorti, ça marchait parce que ça répondait à un besoin en fait. Mhm. J'étais fatigué d'avoir mon Walkman, mon téléphone, mon agenda, j'étais fatigué d'avoir tout ça dispensé en fait. Et je voulais l'avoir en un. Mhm. Comprendre ça. Premièrement, il faut clairement que je comprenne que ma vision, que je réponde à un besoin qui est clairement identifié. Parfait. Deuxièmement, c'est ce que moi j'appelais le modèle économique. Mhm. Comment est-ce que je gagne de l'argent? Comment est-ce que je fais de l'argent? Comment est-ce que je fais de l'argent? Parce que quand je vends la boîte de tomates, là, de tomates, je prends l'exemple, je la vends à combien? Mhm. J'achète pour revendre ou bien j'ai une usine pour fabriquer moi-même. Mhm. J'ai mon modèle économique qui est clairement identifié. Comment est-ce que je gagne mon argent? C'est clairement dit. Et puis, troisièmement, et je pense que vraiment, il faut s'armer de courage. Il faut Oui. s'armer de courage. Il faut s'armer de courage. Mais vraiment, merci beaucoup Fabrice pour ton intervention. C'était enrichissant. Moi, en tout cas, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et je pense que toutes les personnes qui étaient connectées ont appris beaucoup de choses. Je ne sais pas J'espère si, aussi. oui, non, je suis convaincue. Je ne sais pas s'il y a des personnes, par exemple, qui ont des questions. On va prendre rapidement des questions. On va prendre 5 à 10 minutes de questions et puis on va se laisser. Est-ce que tu as des questions D'accord. de ton côté? Je sais qu'il y avait des questions, mais quand on était dans la discussion, donc on n'a pas pris de questions. Donc, on va devoir D'accord. relire. Est-ce que tu as des questions? D'accord, ok. On va Quelles sont les devoir questions relire qui me un sont peu. posées? Est-ce qu'il y a des questions en ce moment? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser maintenant. C'est le moment de profiter de Fabrice Zagbayou parce que quand on va se déconnecter, il ne sera plus là. Mais vous pouvez toujours le suivre sur sa page LinkedIn, Fabrice Zagbayou. Vous allez sur LinkedIn pour toutes les personnes qui ont LinkedIn. Vraiment, vous allez voir un peu son parcours. Et puis, c'est quelqu'un qui aide beaucoup. Qui aide beaucoup. Je le dis parce que je le connais aussi personnellement. C'est quelqu'un qui aide beaucoup les personnes dans la recherche d'emploi, etc. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Si de ton côté, il n'y a pas de questions, ben, écoute. Ah, si, quand même une question. Une question? OK. Moi, je ne la vois pas ici. C'était quoi la question? Euh, ok, d'accord. Est-ce qu'il faut forcément un business plan pour se lancer? Oui. Oui, il Mhm. faut un business plan quand même. Parce que le business plan, en fait, si tu veux, te donne en fait ta feuille de route. Il te décrit ton produit, donc toi, tu as une idée claire de ton produit. Il te décrit ton évolution et il te dit même est-ce que tu seras rentable ou pas. Exactement. Donc, faut pas, le business plan te donne la visibilité. Faut pas aller à vue. Il faut jamais naviguer à vue. C'est pas possible. Il faut avoir un Et moi, business plan. je veux rebondir C'est dessus. essentiel. Je veux rebondir dessus. C'est vrai que c'est important d'avoir un business plan. Donc, un business plan. C'est très important de l'avoir, mais il faut comprendre aussi que, par exemple, en Occident, c'est primordial. Si tu veux démarrer une entreprise, c'est primordial d'avoir un business plan. Maintenant, en Afrique, par exemple, en Côte d'Ivoire, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, je trouve que c'est beaucoup plus adapté d'avoir un business model, donc un modèle d'affaires. Pourquoi? Parce que le modèle d'affaires est beaucoup plus, est moins gros. Parce que le business plan, c'est très détaillé.
et puis ça peut t'aider si tu dois rechercher, par exemple, des investissements, rechercher du financement, etc. Mais le modèle, le business model est bien pour les pays d'Afrique, je trouve. Parce que c'est un peu un canevas, ça prend 3 pages où tu expliques vraiment de façon très structurée c'est quoi ton plan. Et je pense que ça peut passer aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je vois une question. Moi, je ne vois pas. Tu peux poser la question et répondre parce que je ne vois pas les questions. Pour avoir recours à des investissements, quelles sont les conditions, c'est ça? OK. Ça dépend. Déjà, il faut comprendre que les banques classiques, en fait, te financent que si ton activité est déjà stable. Donc, si tu as une activité stable, tu vas vers une banque classique. Si tu démarres, tu vas vers ce qu'on appelle les fonds le venture capital, les fonds de capitaux, enfin les fonds de capital risque ou bien les business angels en fait. Parce que le fait que ton entreprise étant fragile, c'est difficile. Je dis, en fait, les banques prennent l'argent des gens pour prêter à d'autres personnes. Exactement. Donc, quand c'est pas très sûr, autant ne pas te prêter parce que après elle, la banque faudra qu'elle rembourse à la personne à laquelle elle a pris l'argent. Donc, quand on n'est pas très sûr, va sur les business angels ou les fonds de capital risque. C'est plus évident. D'accord? Mais autant que faire se peut, je te conseille d'avoir quand même une bonne partie des fonds sur lesquels tu es parti. Maintenant, il faut avoir un business plan, un modèle économique défini et un plan stratégique qui est clair. C'est simple. Si tu as ça, tu peux trouver du financement assez facilement. Si tu as ça, inbox-moi, on va discuter de comment est-ce qu'on te finance. Donc, vous avez compris, si tu as un peu de financement de ton côté, si tu as déjà commencé à établir un business plan, contactez-le. Vous allez pouvoir travailler ensemble. Il va pouvoir vous conseiller et puis il va pouvoir vous orienter dans ce qui est intéressant pour vous. Mais Fabrice, on s'entend qu'il y a des personnes qui ont une vision, qui veulent démarrer un projet, mais qui n'ont pas de fonds. Comment ils font alors, ces personnes-là? Comment elles font ces personnes? Ok, d'accord. C'est bon, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends J'entends très plus bien. en fait. Il commence à pleuvoir ici, donc j'entends plus rien. Ah, ben mince, dans tous les cas, c'est pas bien grave. On est déjà à 52 minutes, donc je pense qu'au niveau des questions, on a quand même assez répondu. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à suivre sa page sur Facebook, Fabrice Zagbayou, et aussi sur LinkedIn, comme je vous ai dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il est dans le domaine, il pourra vous aider à ce niveau-là. En tout cas, je vous dis merci. Merci d'avoir suivi. Merci beaucoup, Fabrice, à toi pour ton temps. Vraiment, c'était très, très enrichissant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, comme je te dis, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont appris des choses. Donc, j'espère on aura encore l'occasion de pouvoir se reparler encore au matinal talk. Donc, on se dit à la prochaine dans 2 samedis, pas le samedi prochain, mais l'autre samedi pour un autre thème aussi intéressant qu'aujourd'hui. Merci Fabrice. Bye.